Bonjour, voilà, je suis orthophoniste donc, au CM2R de Strasbourg et je vais vous présenter, on m'a demandé de vous parler de la formation à la prise en charge des fausses routes. Voilà, nous allons tout de suite commencer par une petite séquence vidéo. La gorge contient le carrefour aérodigestif, un croisement de deux routes. Celle que prend l'air que l'on respire et celle que prennent les substances que nous avalons. L'air inspiré passe par la trachée pour arriver dans les poumons. Les aliments, boissons et sécrétions passe par l'œsophage pour arriver dans l'estomac. Voyons maintenant cela de plus près. Les aliments introduits dans la bouche sont mastiqués, si c'est nécessaire, pour former une boule compacte et pâteuse appelée bol alimentaire. La langue amène le bol alimentaire vers le pharynx. L'arrivée de ces substances au fond de la gorge déclenche le réflexe de déglutition. Il consiste à faire descendre le bol alimentaire vers l'entrée de l'œsophage tout en fermant les voies respiratoires pour les protéger. À tout âge, nous pouvons tous faire une fausse route en mangeant, en buvant ou simplement en parlant. Par accident, un petit volume de nourriture, boisson ou salive passe à côté. Lorsque cela arrive, le réflexe de tout nous permet de réparer l'accident en expulsant les substances avalées de travers. Une déglutition de salive permet ensuite d'évacuer ces substances vers la bonne voie, celle de l'œsophage. Ce système protège ainsi nos poumons. Voilà, merci. Donc je vais reprendre la main. Voilà, donc la déglutition finalement c'est le passage d'un aliment de la bouche vers l'estomac. Mais plus précisément, la déglutition permet, c'est la propulsion d'un aliment, d'une sécrétion qui peut... Donc la bonne déglutition permet une propulsion d'une sécrétion ou d'un aliment depuis le nez, la bouche ou le pharynx vers l'œsophage et puis ensuite l'estomac. Donc ensuite, la bonne déglutition permet, comme vous le venez de voir, la protection des voies aériennes. C'est-à-dire que l'aliment ne peut pas ressortir par le nez ou aller vers les poumons. Et l'expulsion des fausses routes est possible grâce à la toux. Donc la toux, c'est vraiment quelque chose qui nous protège de la fausse route. Émage, c'est-à-dire qu'on va pouvoir racler la gorge quand on fait, par exemple, une fausse route ou un petit aliment est passé par la mauvaise voie. Les déglutitions multiples, c'est-à-dire que je vais me reprendre à plusieurs fois pour avaler l'aliment. Donc Ruglio 2022, en fait, c'est une orthophoniste qui travaille beaucoup sur la déglutition.
Donc les conditions pour une bonne déglutition, comme je vous disais, il faut vraiment une bonne motricité parce que la déglutition met en jeu plus de 20 muscles qui sont répartis au niveau de la bouche, la gorge et pharynx et œsophage. Donc il faut vraiment une très bonne motricité, c'est-à-dire que si on découpe la déglutition, il existe 3 phases. Donc une phase plutôt volontaire, c'est-à-dire que c'est la préparation du bol alimentaire dans la bouche. Le bol alimentaire donc est mastiqué. Ensuite, il y a aussi l'action de la salive qui permet d'humidifier donc le bol alimentaire. Puis ensuite, la langue va pouvoir aussi travailler, c'est-à-dire amener aussi le bol alimentaire vers l'arrière de la gorge. Et ensuite, grâce à des récepteurs, le réflexe de déglutition va être enclenché une fois que le bol alimentaire est passé dans la gorge ou dans le pharynx. Et ensuite, le réflexe de déglutition va pouvoir amener le bol alimentaire donc, vers l'œsophage. Donc pour cela, il faut une bonne motricité et une bonne coordination. Comme vous venez de le voir, il faut que le bol alimentaire prenne la bonne route. Et donc, il faut vraiment que on va dire que les différentes phases s'enclenchent l'une après l'autre successivement. Donc au début, je vous disais qu'au niveau de la phase orale était essentiellement, on va dire, volontaire, on peut agir dessus, mais ensuite, une fois que le réflexe de déglutition est enclenché, là, on ne peut plus rien faire. Voilà, donc protéger les voies aériennes, c'est-à-dire qu'une fois que le bol alimentaire est mastiqué, il va y avoir ce réflexe de déglutition, mais aussi pour protéger les voies aériennes, le voile du palais va venir fermer la cavité nasale pour que les aliments ne repassent pas par le nez, mais aussi il va y avoir l'ascension. En fait, une fois que le bol alimentaire est propulsé ou qu'il y a le réflexe de déglutition, l'épiglotte va venir basculer. Il va y avoir une ascension du larynx qui va venir fermer les voies aériennes, et en plus, on a une double sécurité puisque les cordes vocales aussi vont se fermer. Et c'est à ce moment-là où on va arrêter de respirer et on déglutit. Et donc, comme je vous disais, il faut vraiment qu'il y ait une très bonne sensibilité pour pouvoir aussi déclencher le réflexe de déglutition. Et puis, une bonne sensibilité, puisqu'on a vraiment des récepteurs qui permettent aussi d'évaluer aussi notre bol alimentaire. Est-ce qu'il est plus ou moins, quel est le volume du bol alimentaire pour être prêt à bien déglutir. Donc, il faut aussi des bons réflexes, un bon réflexe de déglutition, un bon réflexe de tout aussi. Donc, et tout cela est orchestré, on va dire, par le cerveau. Donc, il y a vraiment un contrôle neurologique. Donc, la fausse route, comme on l'a vu, donc c'est un aliment qui passe par la mauvaise voie. Alors, je voulais vous dire juste un exemple de fausse route. C'est par exemple quand on va avaler de travers un morceau et ce morceau vient obstruer les voies respiratoires. Ici, c'est une situation d'urgence puisque la personne ne peut plus respirer. Et du coup, là, c'est là où on peut aussi pratiquer, si on sait le faire, la manœuvre d'Heimlich. Donc, c'est un exemple de fausse route qui est urgente. Puis nous avons aussi les fausses routes qui sont caractérisées par des quintes de toux, c'est-à-dire que le bol alimentaire donc, passe par la mauvaise voie et là, on va commencer à tousser. Donc la toux, effectivement, permet donc de ressortir le bol, on va dire l'aliment. Mais si cette toux est constante lors des repas, alors là, il va falloir s'inquiéter. Et ensuite, je vais vous parler aussi d'un autre type de fausse route, c'est les fausses routes silencieuses, c'est-à-dire que la personne ne va pas forcément tousser lors du passage, on va dire, vers les voies aériennes. La personne peut inhaler une petite partie du bol alimentaire sans toux ou une toux moindre ou peut-être différée. Mais nous allons voir qu'il peut y avoir des petits indicateurs cliniques qui nous permettent peut-être de penser que la personne fait des fausses routes silencieuses. Et là, il faut vraiment aussi prendre en charge. Pour évaluer les fausses routes silencieuses, les deux tests qui sont, on va dire, utilisés pour vraiment objectiver une fausse route silencieuse, il faut faire une vidéoradioscopie ou une... voilà. Donc c'est vraiment, on filme la personne en train de déglutir et donc on voit vraiment le passage du bol alimentaire de la bouche depuis l'estomac voilà, en temps réel. Et cette vidéofluoroscopie permet effectivement de voir s'il y a une petite partie qui est passée dans les voies aériennes.
Donc, dans la maladie à corps de Lévy, eh bien oui, en tout cas, il y a peu d'études qui ont été réalisées, mais toutes les études montrent bien qu'il y a un risque de fausse route chez nos malades. Et dès le début de la maladie. Et pourtant, parfois, la personne n'a pas de plainte. Donc là, je pense que c'est important de le souligner. Parfois, la personne, surtout si la personne fait des fausses routes silencieuses, et bien parfois, elle ne remarque pas qu'il y a un petit passage du bol alimentaire qui est passé dans les poumons. Donc la maladie à corps de Lévy, pour quelles raisons finalement notre population est un peu plus à risque ? Eh bien, c'est une infection neurologique et on a bien vu que le cerveau orchestre un petit peu toute la déglutition et on sait que dans les maladies neurologiques, il peut y avoir des troubles de la déglutition. Ensuite, les troubles neurocognitifs peuvent perturber une bonne déglutition et souvent il y a aussi surtout, et il faut être attentif justement, ces fluctuations de vigilance et d'attention qui caractérisent la maladie à corps de Lévy. Donc pendant la déglutition, pendant les repas, évidemment, bien être sûr que la personne, qu'elle n'est pas trop somnolente ou où il y a une petite baisse de vigilance. Où là, justement, il pourrait y avoir des fausses routes qui pourraient venir même plus dangereuses, puisqu'on pourrait avoir des fausses routes de type obstruction si on est vraiment peu vigilant. Et donc la maladie à corps de Lévy, souvent associée au syndrome parkinsonien, avec justement des troubles moteurs, mais aussi des troubles posturaux. Alors la déglutition dans la maladie à corps de Lévy, dans les études, elle est vraiment davantage comparée à la maladie de Parkinson, beaucoup moins à la maladie d'Alzheimer. Les troubles de la déglutition dans la maladie d'Alzheimer viendraient beaucoup plus tard, surtout à cause des troubles cognitifs ou peut-être de troubles praxiques. Donc l'âge, c'est vrai que quand on va dire dans la déglutition, il y a aussi un vieillissement. Donc pour une personne qui a 75 ans et plus, et ben le fait de cumuler une affection neurologique, et ben on peut justement les troubles de la déglutition peuvent être plus importants. Et puis évidemment la prise de médicaments. On a vu les médicaments qui peuvent altérer la vigilance, peuvent perturber justement la déglutition, et aussi peut-être les médicaments qui assèchent aussi la bouche. Du coup, le fait d'avoir moins de salive, on va moins bien préparer aussi le bol alimentaire. Donc voilà comment se manifestent les troubles de la déglutition chez nos malades. Je les ai classifiés en termes d'efficacité et de sécurité. C'est-à-dire que finalement, ça peut se manifester comme quelqu'un qui va garder en bouche, alors pour différentes raisons, mais le fait de garder en bouche, ça veut dire qu'il ne s'alimente peut-être pas suffisamment, est-ce qu'après il va régurgiter ou recracher une partie du bol. Et donc, ça va se manifester aussi par une perte de poids, une perte d'appétit. Alors, je vous rends attentif parce que peut-être qu'une perte de poids, une perte d'appétit, notamment dans des questionnaires comme le NPI ou l'UPDRS qui est fait aussi, notamment dans la maladie de Parkinson, peuvent être des indicateurs de troubles de la déglutition, en tout cas quelque chose qui se passe. Aussi, le fait d'avoir une surveillance ou une aide peut être aussi un indicateur peut-être de difficulté de déglutition. Ici, la conséquence directe, ce sont des conséquences nutritionnelles. Bien évidemment, si quelqu'un garde en bouche, il a une perte d'appétit, il va moins bien manger, donc moins d'apport, et donc du coup avec conséquences dénutrition, donc perte de force et un déclin aussi fonctionnel. Donc, au niveau de la déglutition, ils ont aussi des difficultés pour avaler ou les liquides ou les solides. On remarque aussi qu'il y a une toux pendant la déglutition, un temps augmenté pour avaler, c'est-à-dire que le réflexe de déglutition met du temps à se mettre en route. Et ils ont aussi, ça peut aussi se manifester par des expectorations, c'est-à-dire que des sécrétions. Et donc ici, le risque, c'est les inhalations. Et donc, qui dit inhalation, dit pneumopathie d'inhalation et parfois décès du patient à force de pneumopathie d'inhalation.
Donc voilà, je trouve que c'est intéressant de noter que dans ces questionnaires qui sont réalisés notamment par les médecins, la perte de poids et la perte d'appétit ou le besoin de surveillance peut aussi nous alerter, peuvent être des indicateurs de troubles de la déglutition. Donc c'était juste pour vous dire, il y a peu d'études, mais bon, c'était pour spécifier plus le trouble de la déglutition chez les patients MCL. Sur 18 patients MCL donc, qui avaient une dysphagie, une manifestation des troubles de la déglutition, on voit que finalement, c'est au niveau de la phase pharyngée qui pose le plus de problèmes, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment un retard ou un retard du réflexe de déglutition, mais aussi, alors tout ça c'était en vidéofluoroscopie, parce que c'est pas visible à l'œil nu, et on voit aussi qu'il y a des résidus. La personne avale, mais une partie reste vraiment au-dessus du larynx, au niveau donc des vallécules et sinus piriformes. Une fois que la personne respire à nouveau, et ben là, le patient peut inhaler du coup une partie des aliments. Et donc là, évidemment, ces aspirations donc, et pénétrations laryngées ont bien montré justement chez cette population que c'est 83% des personnes qui présentaient ces aspirations laryngées développaient une pneumopathie d'inhalation dans les 2 ans. Et alors, l'autre étude qui me paraissait intéressante, c'est que sur 40 patients avec dysfonction de la déglutition, c'était moitié des malades accord de Lévy, moitié Parkinson, 14 n'avaient pas de plainte subjective, alors qu'il y avait vraiment ces aspirations silencieuses. Voilà, critères pour évaluer... C'était comment être attentif aux indicateurs. Vous, en tant qu'aidant et patient, finalement, au niveau de l'efficacité, ce qui va être important, c'est de peut-être noter la perte de poids, la perte d'appétit. Ce sont donc des indicateurs, comme on l'a vu, qui peuvent indiquer un trouble de la déglutition. Donc, peser régulièrement la personne et peut-être noter sur un cahier peut-être le poids. Au niveau de la sécurité, l'observation des repas, on peut vraiment voir si notre malade tousse. Est-ce qu'il tousse pendant les repas? Alors, on sait que la toux permet donc d'expectorer, éviter que le bol alimentaire passe dans les voies aériennes. Mais si la toux est tout le temps présente lors des repas, on va se poser la question de trouble de la déglutition. Et d'être vigilant, comme on l'a vu, quand il y a des fausses routes silencieuses, la toux n'est pas assez, efficace. La toux peut être minime ou différée, et ça, ce sont des indicateurs aussi de fausses routes silencieuses. Donc, si la personne tousse à minima ou la toux est différée, ou bien vous entendez que la voix après déglutition est un petit peu mouillée, ou vous avez le sentiment qui gargouille, comme un encombrement qui est audible après la déglutition ou après la prise du repas, là on peut peut-être suspecter ces fausses routes silencieuses. Et donc, conséquence, c'est de la température. On peut aussi voir une fatigabilité lors du repas et surtout d'évaluer l'état de la personne avant et après déglutition. Voilà, ce sont des indicateurs qui peuvent suspecter des troubles de la déglutition. Et attention, c'est vrai que souvent, la personne tousse à minima, on ne prend pas forcément en compte cette toux, et puis la personne va avoir un peu de température, de l'encombrement, une infection, et ensuite, il peut y avoir une pneumopathie d'inhalation. Et attention, je le souligne à nouveau, pas de plainte toujours lors de ces troubles de la déglutition. Alors, à qui transmettre ces informations? Évidemment, les troubles de la déglutition, il faut le transmettre. C'est une équipe pluridisciplinaire qui est derrière. Il faut transmettre donc l'information, bien évidemment, aux médecins, orthophonistes, kinés, infirmiers, diététiciennes. J'ai pas mis ergothérapeute, mais bien évidemment, c'est vraiment un travail d'équipe. Et évidemment, il faut être formé aussi aux troubles de la déglutition.
Voilà, je ne vais pas aller plus loin au niveau de notre prise en charge qui va être beaucoup plus spécifique, mais souvent c'est quand même l'orthophoniste. Il y a aussi les kinés qui prennent en charge la déglutition. Donc c'est le médecin qui est prescripteur d'un bilan de déglutition et prise en charge si nécessaire. Mais quels sont justement les outils brièvement pour essayer, si vous voulez, d'adapter, de compenser ces troubles de la déglutition, puisqu'il va falloir peut-être faire avec. Mais voilà, nos 3 axes, c'est de compensation, de mettre aussi en avant la nutrition, je vous dirais, et l'hygiène bucco-dentaire. Rien que ces 3 axes, si on les prend en charge, on diminue fortement les risques de fausses routes et donc d'inhalation et de pneumopathie d'inhalation. Donc, qu'est-ce que c'est une compensation ? On essaye d'adapter l'aliment, la boisson, pour améliorer la déglutition, pour faciliter la déglutition. Donc, au niveau des boissons, ce qu'on peut proposer, c'est l'eau pétillante, par exemple. Pourquoi l'eau pétillante, elle est intéressante chez nos malades ? On a vu que chez nos malades, c'était essentiellement la phase pharyngée qui était perturbée. Et donc, le réflexe de déglutition mettait du temps à s'enclencher. Donc, on peut imaginer que l'eau pétillante, on prend de l'eau pétillante en plus avec des grosses bulles, va permettre vraiment de stimuler, si vous voulez, les récepteurs vont être plus stimulés et donc déclencher le réflexe de déglutition beaucoup plus rapidement. Donc voilà, une température froide. Ce qui est important, c'est vraiment éviter tout ce qui est à température ambiante, fade, tout ce qui ne stimule pas finalement le réflexe de déglutition. Donc il faut vraiment dire qu'est-ce qui va pouvoir augmenter, améliorer mon réflexe de déglutition. L'eau pétillante à température froide et pourquoi pas rajouter une saveur. Et donc ici, on a tout pour stimuler nos récepteurs. Voilà. Au niveau, par rapport à l'eau pétillante, il y a quand même une étude donc, de Larson et al. Qui est intéressante puisque du coup, elle montre vraiment que l'eau pétillante améliore donc, la déglutition pour les boissons dans la maladie à corps de Lévy, mieux que les liquides, mais c'est l'eau plate, et même mieux qu'une boisson qui est épaissie. Donc là, les épaississements, qu'on peut utiliser dans l'eau, épaissir un café, ça c'est important de le faire vraiment avec une personne aussi qui est formée, puisque parfois si on met trop d'épaississant dans la boisson va devenir aussi plus compacte. Et vous voyez, ça peut aussi provoquer, finalement on peut avoir un effet inverse et provoquer des fausses routes, parce qu'il va y avoir des résidus qui vont peut-être stagner au niveau des sinus périformes. Donc voilà, bien le faire aussi avec une personne qui est formée. Au niveau des textures, là, on peut adapter les textures. C'est-à-dire que si la personne mange tout à fait normalement, on peut dire que si j'adapte un petit peu la texture, proposer une alimentation qui est tendre, c'est-à-dire qui se mange plus facilement, qui s'écrase bien avec la fourchette, voilà, on peut améliorer aussi la déglutition, faciliter la déglutition. Donc là, j'ai mis lisse, mais c'est comme donc il y a tendre. Si vous voulez, il y a toute une déclinaison de textures qu'on peut proposer aux patients, mais toujours aussi essayer de faire entouré avec une équipe pluridisciplinaire. Et relever aussi votre plat, c'est-à-dire que si vous rajoutez de la saveur, ça va aussi stimuler les récepteurs. Donc toujours adapter le volume aussi, pas de trop grosses quantités. Et éviter aliments, il y a des aliments qui vont vraiment favoriser les fausses routes, donc attention, tout ce qui est semoule, riz, tout ce qui est très sec, désablé, tout ce qui s'émiette, qui est dispersible, peut vraiment provoquer des fausses routes. Donc là, on va éviter de donner ces aliments-là. Après, il y a les aliments à double texture, c'est-à-dire que on a un mélange de liquide et de morceaux, peut-être justement à éviter. Et si on a par exemple de la semoule, alors là, rajouter de la sauce en fait pour justement homogénéiser le bolus et pour pas que ça s'égrène ou que ce soit trop dispersible.
Au niveau de l'environnement, ben oui, voilà, un environnement calme, sans télé, va forcément favoriser aussi une meilleure déglutition. Et la nutrition, donc ça c'est le deuxième axe, c'est vraiment très important. Donc si la personne est fatigable ou si voilà, la personne est peu vigilante au moment du repas, donc ne pas hésiter à fractionner les repas. Perte d'appétit, donc c'est important aussi d'améliorer peut-être les saveurs, mais surtout voilà, donner un petit peu de la couleur pour cette perte d'appétit aussi qui peut être associée. Et là, donc, avec la diététicienne et le médecin, de bien avoir recours aux compléments alimentaires. Et attention, parce que s'il y a trop de restrictions, alors il peut y avoir un risque de dénutrition et de déshydratation. Effectivement, si la personne, on la met directement avec de l'eau gélifiée et un repas mixé, et très vite, il va se lasser, alors qu'on pourrait l'adapter quand même mieux. Donc, c'est pour ça que la déglutition, la prise en charge est vraiment au cas par cas. Et donc l'hygiène bucco-dentaire, donc là elle est importante, hein, donc soins de bouche réguliers et une surveillance dentaire aussi qui est très importante. Donc voilà, en conclusion, les patients malades à corps de Lévy sont à risque de fausse route. Il peut ne pas y avoir de plainte et les conséquences peuvent être les infections, les pneumopathies d'inhalation, mais aussi des nutritions, des hydratations, et donc diminuer la qualité de vie, parfois même augmenter donc, le déclin fonctionnel et augmenter aussi l'institutionnalisation. Donc voilà, à surveiller la déglutition. J'ai essayé de vous donner quelques indicateurs pour essayer de repérer ces troubles de la déglutition, puisque finalement, si on les repère, on peut quand même vite trouver quand même des outils pour améliorer cette déglutition. Donc voilà. Donc je vous disais efficacité, donc poids, appétit, surveiller tout et pourquoi pas l'encombrement, la température. Et donc les trois axes dans un premier temps, c'est la compensation, adaptation, nutrition et l'hygiène bucco-dentaire. Et puis ensuite, ce sera aussi, donc je le redis, accompagné par une équipe pluridisciplinaire et formée. Voilà. Merci de votre attention.